Bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de The Walking Dead. J'ai eu beaucoup de retard ces 4 dernières semaines, donc ce dernier mois, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire les vidéos chaque semaine. Je me suis dit autant faire une vidéo de rattrapage. J'avais regardé chaque semaine les épisodes. Aujourd'hui, je les ai regardés à nouveau, une nouvelle fois, les 4 d'affilée, c'est-à-dire le 19, 20, 21 et 22. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de une demi-heure non plus, donc je vais rentrer très vite dans le vif du sujet. C'est 100% spoilers comme d'habitude, et à partir de la semaine prochaine, on se retrouvera pour le 23, et la semaine d'après, donc dans 2 semaines, pour le final de la série. Attention, le final de la série, mais pas le final de l'univers The Walking Dead, parce qu'on va avoir encore tellement de choses à dire avec les prochains spin-offs qui vont arriver, on va se régaler. Donc, et bien c'est parti pour le 19, 20, 21 et 22, review rattrapage, le procès de Eugène. Commençons avec le procès de Eugène. Eugène qui à la fin du 18, du fait d'avoir diffusé le speech, les paroles à l'insu de Sébastien, les paroles de Sébastien, ça avait créé une sorte d'émeute, et en même temps Lance avec ses hommes, avec ses espions, avait tué des personnes pour les faire transformer en rôdeurs pour qu'ils s'en prennent à la population pour attirer l'attention de Pamela. Tout ça avait causé la mort de Sébastien qui avait voulu s'en prendre à Maxine. Il me semble que c'est Maxine. Max, il avait voulu s'en prendre à Max, et Eugène avait sauvé Max de Sébastien. Sébastien s'étant fait mordre, étant devenu un zombie. Bref. Donc ça va être le procès. Parce que oui, Pamela, elle en veut à mort, mais vraiment, elle veut la tête, littéralement. Elle veut l'exécution de Eugène. Mais comme elle doit donner un semblant de justice, elle veut faire un semblant de procès, une parodie de procès où tout est déjà prévu à l'avance avec une juge corrompue. Tout est prévu d'avance pour que Eugène, à l'issue de ce procès, soit déclaré coupable. Donc, dans un premier temps, épisode 19, il va être caché par Daryl Rosita, mais finalement, il va comprendre que ce cachet n'est pas la bonne solution parce que dans le Commonwealth, les soldats aux ordres de Pamela et de Mercer, qui n'a pas vraiment le choix, il a les mains liées, sont en train de traquer tous nos héros, absolument tous, même ceux qui n'ont aucun rapport avec Eugène et qui ne le connaissent à peine, tous nos héros. Eugène décide de se rendre et d'organiser sa défense, son procès avec Yumiko, qui est son avocate. Yumiko qui dans un premier temps va être mandée par Pamela Milton pour être l'avocate de la défense, c'est-à-dire contre Eugène, mais qui, Yumiko, finalement, va prendre la défense de Eugène, va devenir l'avocate de Eugène, sachant que le procès est perdu d'avance. Tout ça, c'est pour réveiller les gens du Commonwealth, pour leur montrer la vérité que le Commonwealth est corrompu, les instances, Pamela Milton en premier lieu, et pour soulever une révolte qui va être profonde, mais pas seulement au niveau des habitants, aussi au niveau des forces de l'ordre, donc de Mercer et de ses hommes. Mercer qui va avoir beaucoup de mal, à se positionner au milieu de tout ça, parce que lui, il est fidèle au Commonwealth depuis les 10 dernières années où ils sont au Commonwealth. Mais en même temps, il sait très bien que Pamela, tout comme Sébastien, étaient des corrompus. Alors petit à petit, on va voir Mercer, où on sent qu'il lui en faut pas trop pour... voilà, il lui faut une petite étincelle pour basculer du côté de nos héros totalement, et c'est ce qui va arriver à la fin de l'épisode 22. Mais pour ce qui est de cet arc narratif, je reviendrai à Mercer un petit peu plus tard, pour ce qui est de Eugène, je pense qu'on n'a jamais eu un Eugène autant de qualité en termes d'acting, de dialogue. Il est touchant. On sent que le perso, il est prêt à mourir pour protéger ses amis. On sent qu'il a vraiment de la bravoure. Josh McDermott le joue à la perfection. Les interactions qu'il peut avoir avec Rosita dans l'épisode 19, il me semble, quand ils se prennent dans les bras, parce que Rosita, elle veut absolument pas qu'il se livre, parce qu'elle sait que s'il se livre, 900 sur 10, que voilà, il se fasse tuer, qu'il soit exécuté. Donc, en plus, tous ces épisodes, et les deux précédents, le 17 et 18, donc ces 8 derniers épisodes de saison, sont accompagnés en début d'épisode d'images, de flashbacks des 10 saisons précédentes, comment les personnages se sont rencontrés, comment ils ont évolué,
Et on voit des flashbacks notamment de Eugène, Rosita, Abraham en saison 4, 5, 6, quand il leur révèle qu'il a menti, qu'il n'a pas de remède, qu'ils n'ont pas besoin d'aller à Washington, que Abraham s'énerve, il me semble que c'est en saison 5 qu'il pète un plomb. Finalement, l'exécution par Negan de Abraham sous les yeux de Eugène et Rosita, à quel point Eugène a traversé aussi des heures sombres en étant lâche, en se mettant du côté de Negan en saison 7 et 8. Bref, on a ce genre de flashback, tout ça est commenté par Judith. Ça va être très important ça pour la suite. Tout ça est commenté par Judith et voilà, on voit le parcours de Eugène. Et dans chacun de ces épisodes, on voit le parcours d'une personne, comment au fur et à mesure de la série, elle a changé. Et ça, c'est juste une excellente idée d'avoir fait ça parce que ça renforce la nostalgie. Du coup, pour Eugène, on voit vraiment son parcours et là, il a le meilleur arc narratif possible. C'est lui, c'est grâce à lui que le Commonwealth va se soulever et que les habitants vont rejeter leur gouverneur corrompu jusqu'à la moelle, parce que Pamela Milton, contrairement aux comics où on sentait qu'elle voulait bien faire, ici c'est une pourrie absolue, c'est une ordure mais intégrale. Il y a énormément de différences avec les comics et en même temps l'esprit des comics est totalement préservé, c'est-à-dire les gens qui vont finir par se rebeller et à vouloir que nos héros deviennent quelque part. Alors dans les comics, il y a beaucoup de différences, il y a plein de persos qui sont dans les comics qui n'existent plus dans la série et inversement. Mais voilà, c'est l'esprit des comics, cette rébellion pour arriver à un système plus juste et gardé avec des persos voilà, qui sont encore plus mauvais que dans les comics. On pense à Lance, on pense à Pamela, bien évidemment Sébastien qui est mort dans l'épisode précédent, le 18, alors qu'il avait un destin tout autre dans les comics. L'arc de Eugène est excellent, il va avoir le procès, il va être condamné, mais au final, à la fin de cet épisode 22, après qu'il ait fait son discours, avant la condamnation, il a fait un discours pour soulever, pour donner du courage à tous les habitants du Commonwealth et leur montrer, leur ouvrir les yeux qu'ils ne peuvent plus tolérer cette situation. Et donc la révolte s'embrase et conduit dans ces quartiers avant d'être exécuté dans les minutes qui vont suivre, puisqu'il lui reste 1 heure entre la fin entre la sentence et l'exécution, il lui reste que 1 heure dans sa cellule. Mercer, avec ses hommes, va venir le libérer, parce que Mercer, il a été touché à la fois par l'attitude de Eugène, par le fait que Eugène, il ferait tout pour protéger la sœur de Mercer. On rappelle que Max, dans la série, est la sœur de Mercer, que la sœur de Mercer essaye de le faire réfléchir en lui disant notre père aurait été, il aurait eu honte de ton attitude lâche, tu dois protéger Eugène, Eugène qui aurait plu à notre père, il est courageux, il défend la justice. Tout ça, plus ce qu'il y a avec Rosita, et je vais en arriver là avec Rosita, pas avec Rosita, avec Princess, parce que ça c'était une des meilleures scènes de cette saison. Tout ça renforce le sentiment de courage et de justice de Mercer, et il décide de délivrer Eugène. Et la dernière phrase qu'il dit, bon ben c'est maintenant, on va foutre la merde au Commonwealth. Alors, il lui dit en anglais, je ne vais pas vous le dire en anglais, times to give a shit. Voilà, donc il est temps de foutre la merde. Autrement dit, on va retourner le Commonwealth, c'est fini. Là, je prends vraiment position pour nos héros et plus pour Pamela la corrompue. Donc c'est comme ça que se termine l'épisode 22. Épisode 23, vous le saurez la semaine prochaine. Pour ce qui est de la meilleure scène de cet épisode 19, et qui pour moi est parce que là, dans ces 4 épisodes, il y a des scènes de folie, en termes d'émotion et en termes de qualité de dialogue. Mais une des meilleures scènes, c'est le dialogue entre Rosita et Mercer. Pas Rosita, Princess, faut que j'arrête avec ça, c'est Juanita. Juanita, Princess et Mercer qui sont en couple. Princess va lui raconter à Mercer sa vie, quelle a été son enfance, à quel point elle a été abandonnée par sa mère aux mains de son beau-père et de son beau-frère, qui étaient des gens violents, qui la battaient, qui l'enfermaient, qui l'humiliaient, et à quel point sa mère n'a pas réagi, ne l'a jamais soutenue. Et elle dit, voilà, si je reste au Commonwealth avec toi, j'aurai l'impression d'être comme ma mère, donc j'aurai l'impression d'être une lâche qui sait ce qui est le mal mais qui ne veut pas agir. Elle dit, c'est pour ça que toute ma vie, j'ai détesté les hommes, mais pas toi, parce que je sais que tu as un bon fond, mais je peux pas rester là, c'est pas possible. Et la manière dont elle le joue
avec toute l'intensité, l'émotion de Paola Lazzaro, l'actrice qui est juste excellentissime, et Michael James Shaw qui fait Mercer, qui lui aussi... De toute façon, les acteurs sont parfaits dans cette saison, mais vraiment, dans ce final, ils sont grandioses, tous. Bon, déjà Mercer, on le savait, mais l'interaction entre les deux et ce dialogue très touchant où on voit dans les yeux de Mercer qu'il a beaucoup de compassion pour elle et en même temps il est désemparé, il ne sait pas quoi faire, ça c'était un dialogue de folie. Et ça pèse beaucoup dans la conscience, on sent que la conscience de Mercer est en train de travailler et j'allais dire Juanita, Princess qui va clairement se mettre du côté de nos héros avec Ezekiel qui la soutient depuis le début. On sent que Princess est totalement intégrée. Elle a très très vite fait partie de la bande, comme dans les comics, mais je trouve qu'elle est encore plus développée que dans les comics, et ça c'est génial, parce qu'en plus elle est très agréable comme personnage, vraiment enjouée, et elle a un haut sens de la justice, de ce qui est bien et ce qui est mal, et ça fait beaucoup de bien dans la série. Donc tout l'arc Eugène était excellent. Alors bien évidemment, il y a Yumiko et tout ça. Ensuite, nos autres héros, et notamment Daryl et Carol. Daryl et Carol qui dans un premier temps, on le sait, hein, dans la fin de la saison 10, il y avait une petite tension entre eux par rapport à ce qui était arrivé à Connie. Non, c'est ça, c'est Connie. Finalement, ils se sont rabibochés. Mais il y a toujours ça, il y a toujours ce petit... cette petite... ce petit non-dit entre eux, et à un moment donné, ils vont avoir un dialogue où Carol va le faire clairement comprendre que maintenant, voilà, elle a compris de ses erreurs et ils vont faire en sorte de sauver tous les autres parce que tous nos autres héros ont été capturés et surtout déportés. Et le mot est très bien choisi, déportés dans un camp de travail / camp d'exécution. Et ce camp, c'est Alexandria. Et c'est là où on va apprendre que toutes les communautés, que ce soit Oceanside, Alexandria et toutes les communautés, sont devenues des camps de travaux forcés. Camps d'exécution aussi pour le Commonwealth, où ils envoient tous leurs prisonniers, c'est-à-dire tous les gens qui disent quoi que ce soit contre Pamela ou contre les autorités du Commonwealth. Et tous nos héros qui vont être piqués... à coups de seringue pour les endormir jusqu'à les transporter à Alexandria, vont être impuissants, livrés à des travaux forcés. Parmi eux, Ezekiel, Negan et sa femme Annie, enceinte de leur enfant, Kelly, Princess, Magna, Nabila, la femme de Jerry, et beaucoup d'autres. Ils sont impuissants. Certains qui étaient en route, comme Maggie, Rosita et Gabriel, vont réussir à s'échapper des camions et à se réorganiser. Ils vont se retrouver avec Daryl et Carol, ainsi que Connie qui a réussi à s'échapper. Ils vont former un groupe qui va arriver aux extérieurs d'Alexandria pour s'infiltrer et sauver nos héros. Mais ça, ce sera pour l'épisode 23, puisque on voit petit à petit comment chacun d'entre eux, au fur et à mesure des épisodes, a été séparé et comment ils se retrouvent. Et clairement, c'est un énorme clin d'œil, c'est quasiment un hommage à la saison 4 où tous nos héros étaient séparés, puisque en plus, on apprend, c'était déjà dans les comics, on apprend que le Commonwealth a plusieurs trains qu'ils essayent de remettre en marche pour rallier différentes régions des États-Unis pour pouvoir transporter des marchandises. Et donc on va avoir nos héros qui vont devoir suivre les rails de ces trains qui mènent aux différents camps de travaux forcés où il y a l'autre partie de nos héros. Et ça, c'est clairement un hommage à la saison 4 où on avait les différents groupes, Carol avec Tyrese d'un côté, Maggie avec Glenn de l'autre, on avait Bob, on a fait plein, on avait Bob et Sacha. Voilà, c'était dans la saison 4 où ils étaient tous séparés avant de se retrouver au terminus. Et c'est exactement ce que l'on a ici. Le terminus de la fin de la saison 4 est remplacé par les camps de travaux que sont devenus Alexandria, le camp de travail qui est devenu Alexandria.
c'est devenu une sorte de terminus de la saison 4, et tous nos héros qui, au fur et à mesure, se retrouvent avec quelques péripéties, sont poursuivis par quelques zombies, ils flinguent quelques mecs du Commonwealth, quelques soldats, mais bref, c'est pas le plus important. C'est exactement la même architecture scénaristique, narrative que dans la saison 4. Et encore une fois, Carol, cette fois-ci accompagnée de Daryl, qui va sauver la mise de la même manière qu'elle le faisait, sauf que cette fois-ci, elle est accompagnée des autres, de la même manière qu'elle le faisait en début de saison 5, en sauvant tous nos héros au Commonwealth. Donc c'est vraiment saison 4 de partie 2 et début de saison 5. C'est ça qui sert un petit peu de canevas à ces 4 épisodes. Outre ça, donc, je vous disais, Daryl et Carol, on va retrouver l'alchimie entre tous les deux, l'un côte à côte, l'un aux côtés de l'autre. Ils sont quasiment invincibles, personne ne peut les arrêter, ils ont toujours un coup d'avance sur tout le monde. Et on va avoir Lance qui était prisonnier que Pamela a finalement décidé de sauver dans une scène très très étrange, assez perverse, où elle lui fait une espèce de chantage affectif. Lui, il supplie un petit peu comme un chien de survivre. Elle, on sent qu'elle a une emprise de domination sur lui. Et lui, on sent que c'est un faible. C'est très très étrange cette scène où elle va dire nourris mon fils. Elle va amener Sébastien avec des chaînes. Elle va amener un des tueurs de Lance et elle va lui dire vas-y maintenant découpe-le et nourris mon fils si tu veux survivre. C'est très très bizarre. C'est là où on voit aussi la perversion mentale de Pamela et la faiblesse de Lance. Lance qui donc va être sauvé par Daryl et Carol, mais au final qui va essayer de les diviser. Il va pas y arriver. Et malgré tous les beaux discours qu'il peut faire sur oui mais j'ai changé, maintenant je vais vous aider, bah, il va essayer de s'en prendre à eux. Quand il va avoir l'occasion, il va essayer de prendre une arme à feu et de leur tirer dessus, et Carol va le tuer d'une flèche dans la gorge. Et donc c'est la fin, c'est la mort de Lance. On rappelle, tout ça est totalement différent des comics. Pour ceux qui ont lu les comics, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc Lance exit, c'est fini, on n'en parle plus. Daryl, Carol, qui vont être ensemble et qui sont plus puissants que jamais, qui vont retrouver Connie, Maggie et tous les autres, c'est ce que je vous disais. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi les enfants qui ont été enlevés, que ce soit les enfants de Maggie, donc Herschel, mais aussi de Rosita, Coco. Et là, on va avoir nos héros qui vont être en position de vulnérabilité. On va avoir une Maggie vulnérable comme on l'avait dans la saison 6-7, plutôt de la saison 6, c'est-à-dire une Maggie qui a peur vraiment de perdre son fils. Bon, en l'occurrence, dans la saison 6, elle était faible parce qu'elle était en mauvais état de santé et qu'elle avait été capturée par les sauveurs dans la tour satellite. Mais ici, elle va se sentir impuissante parce qu'ils ont son fils et elle ne sait pas où il se trouve. En fait, il se trouve à Alexandria, et Rosita va être dans la même situation. Rosita, qui dans cette saison est très très bien écrite, très bien développée, contrairement à la saison précédente où c'était quasiment fantomatique ses apparitions, où elle servait à rien. Mais là, Rosita, ils lui ont remis ce côté badass, ultra badass, au point qu'à un moment donné, quand ils vont infiltrer Alexandria et que ils vont finir par éliminer les gardes et sauver tout le monde, Rosita ne trouvant pas son fils, Maggie retrouve Herschel, mais Rosita ne trouvant pas son fils, va aller jusqu'à faire bouffer vivant le chef des travaux forcés, Warden. Elle va jusqu'à le faire bouffer par un zombie parce qu'il ne veut pas lui donner la réponse où se trouve son fils. Donc on voit une Rosita qui est prête à tout, qui est assez furieuse, qui est sans pitié. Ça, c'est bon parce que voilà, on a une Rosita qui est à la fois douce quand elle est avec Eugène, affectueuse, et qui est un soutien quand elle est avec Gabriel, mais qui peut s'avérer redoutable. Donc une excellente Rosita, que ce soit dans les scènes qu'elle a avec Mercer, Eugène ou Gabriel ou tous les autres. C'est la mère qui défend férocement son enfant. Très très bon. Et puis je suis sûr que je dois oublier des choses, mais de toute façon, on y reviendra. On fera dans quelques semaines, on fera un live. Je vais passer à la dernière partie, donc tout ce qui est le camp de travaux forcés. Et je vous parlerai aussi d'un élément très important, les rôdeurs variants. Mais ça, je vous le garde pour la fin de la vidéo. Alors, pour tout ce qui est le camp de travaux forcés, et là où ça va être le plus intéressant, c'est Negan.
on va avoir la véritable rédemption totale de Negan. Negan qui, à un moment donné, alors il est capturé, sa femme qui est enceinte de leur fils est capturée aussi. Negan qui va essayer de faire un plan avec Ezekiel pour pouvoir se rebeller, mais Ezekiel en veut encore beaucoup à Negan, et ça c'est une excellente idée de ces épisodes, de nous avoir fait un duo Ezekiel-Negan qu'on n'avait pas eu en fait. C'est vrai qu'on n'avait quasiment pas eu d'interaction entre les deux depuis la saison 7 en fait. La dernière fois qu'on avait une interaction importante entre eux, j'ai l'impression que c'était du temps des Sauveurs. Et là, on va avoir Ezekiel qui, lui, n'a pas oublié tout le mal que Negan a fait, qui lui en veut encore beaucoup, et qui va s'apercevoir que Negan a vraiment changé. Et là où il va s'apercevoir que Negan a vraiment changé, c'est quand Negan va être tenté par le chef, donc le Warden, le contremaître de ce camp de travaux forcés qui est devenu Alexandria, qui va lui dire, écoute, si tu me dénonces le chef de la rébellion, qui est en réalité Negan, si tu me le dénonces, il lui dit à Negan, je te laisse la vie, et voilà, ta femme sera vivante avec ton fils, avec ton futur enfant. On voit que, alors, on nous fait croire que Negan est tenté, mais en réalité, Negan, il est clair dans sa tête. Il lui dit que c'est lui, en fait, le chef de la rébellion, le chef de la révolte dans le camp de travaux forcés. Et donc, il passe un accord, il demande à ce que ce soit lui seul qui soit exécuté et que tous les autres soient pardonnés de leur tentative de rébellion. Et c'est ce qui arrive à la fin de cet épisode 22, avec Negan qui va être mis à genoux devant un peloton d'exécution dans Alexandria, face à tous nos autres héros, Ezekiel, Kelly, Magna, Princess, Nabila, la femme de Jerry, bref, tout le monde, et Annie, sa femme. Et Ezekiel va s'apercevoir réellement que il a changé et qu'il est prêt à donner sa vie pour que les gens soient sauvés, mais il est prêt aussi à donner sa vie pour que sa femme et son futur enfant, et d'ailleurs c'est ce qu'il lui dit un petit moment avant, il lui dit aujourd'hui, moi je suis passé à autre chose. Ezekiel, toi ici, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu arrêtes de m'en vouloir, il faut que tu te concentres sur ton avenir, parce que moi je ne vis désormais que pour mon enfant à venir. Et on va avoir Ezekiel qui va s'apercevoir que Negan a réellement changé et qui va s'interposer entre Negan, qui est mis en joue par les soldats du Commonwealth prêts à être exécutés, et avec Ezekiel, tous nos autres héros qui vont se mettre entre les deux, qui vont implorer, qui vont demander à la fois au chef et aux soldats de ne pas le faire, et le chef qui va demander à ses soldats d'exécuter tout le monde, Negan, sa femme, mais tous nos autres héros. Et là, on va avoir des soldats, notamment un soldat qui n'est pas vraiment d'accord avec tout ça et qui commence à en avoir plus qu'assez de mal agir. On va avoir les soldats qui vont se retourner contre le chef, et c'est là où je vous disais que juste après ça, Rosita va utiliser le chef, elle va le faire du chantage, elle va lui dire dis-moi-le ou sinon je te fais bouffer par un soldat zombie là qui vient de se faire flinguer. Et le chef va rien vouloir dire et Rosita va le faire bouffer par un rôdeur. Donc tous nos héros s'en sortent et Ezekiel voit vraiment que Negan a changé et tout le monde s'est interposé pour non seulement sauver la vie de Negan, mais aussi la vie de Annie, la femme de Negan et de leur futur enfant. Donc les liens entre les personnages sont soudés, c'est beau à voir, les dialogues sont de qualité, le duo Negan-Ezekiel, il est parfait. Je pense que les acteurs, en plus, sont tous amis dans la vie, les acteurs ont dû se régaler, c'est du caviar, vraiment les dialogues sont de très haut niveau. On sent que c'est plutôt dépouillé de tout dialogue inutile. Ils sont allés à l'essentiel, la rédemption de personnages, les liens, l'amitié, le pardon. C'est vraiment sur ça qu'ils misent sur cette dernière partie de saison et donc sur cette fin de série. C'est du très haut niveau de qualité. Beaucoup de scènes poignantes, beaucoup de personnages qui enfin se révèlent tout leur potentiel et tous leurs sentiments. Et dernière partie, tout le groupe de Aaron, Jerry, Lydia et Elijah qui étaient en route pour aller au Commonwealth. Alors on se souvient de l'épisode 18, de l'épisode 16, où on avait Lance qui était arrivé au Commonwealth, qui avait mis tout le monde en joue. Moi je me demandais s'ils avaient été tous exécutés. En fait, Oceanside,
oui, non, c'est Oceanside, qui était arrivé à Oceanside, il avait mis tout le monde en joue. En fait, il a transformé Oceanside en camp de travail comme Alexandria, sauf qu'on ne va pas voir Oceanside, on va voir Luke, qui faisait partie du groupe de Magna, Kelly, Connie, Luke, qu'on n'avait pas vu depuis une plombe, je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'avait pas vu depuis la saison 10. Je crois qu'on l'avait vu en fin de saison 10, sur les derniers épisodes des Chuchoteurs, quand ils organisaient la contre-attaque finale dans un bâtiment, je crois dans un ancien hôpital, un truc comme ça. C'était en fin de saison 10, avec ensuite la mort de Beta et tout. Donc lui, on l'avait quasiment pas vu de toute une saison. Et Luke, donc, puisqu'il se trouvait à Oceanside, ils vont le croiser sur la route avec sa copine. C'est là où on lui dit on a dû s'échapper, on n'a pas pu les protéger, c'est devenu un camp de travail forcé, inutile qu'on y retourne parce que sinon on va tous se mettre en danger, il faut qu'on trouve une autre stratégie. Sauf que pendant ce temps-là, nos héros, Aaron, Jerry, Lydia et Elijah, se sont arrêtés parce que Jerry était blessé au genou, ils se sont arrêtés une nuit dans une espèce de petite... de petites fermes, de petits villages, château fort, je ne sais pas exactement, une petite place privée, très sympathique d'ailleurs. Et Jerry blague en disant ça pourrait devenir le Kingdom 2.0, le royaume 2.0, avec Ezekiel qui pourrait devenir roi à nouveau, et Aaron dit pourquoi pas King Jerry. Et c'est vrai que peut-être que ce sera ça à la fin, peut-être que Jerry va former sa propre communauté, sa propre famille dans cet endroit-là qu'ils ont trouvé, parce qu'on sent qu'il y a tout, il y a de l'eau, il y a des pièces, il y a des clôtures, c'est un truc bien fortifié, sauf que ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que les rôdeurs, eh bien il y a des variants, et ça fait plaisir, parce que déjà c'est cohérent avec The Walking Dead World Beyond. Dans la scène post-générique, je vous ai fait une review, enfin c'est même pas une review, c'est une vidéo théorie sur ce qui va arriver. Vous avez vu que dans la scène post-générique de The Walking Dead World Beyond, on a des zombies qui courent. C'est des variants. Et là, on a d'autres variants, des zombies qui escaladent et qui prennent des objets. Notamment un zombie à un moment donné, puisque Lydia et tout ça, ils vont tous devoir se mêler à une horde de zombies. On a un zombie qui attrape, qui ramasse un couteau qu'un de nos héros a perdu. Donc il y a une petite intelligence qui subsiste. On se souvient, pour ceux qui ont vu la saison 1 récemment, moi je l'ai regardé il y a un an en arrière, j'avais fait un live qui est disponible d'analyse. On se souvient qu'au tout début, on avait quelques zombies qui essayaient de grimper sur une échelle dans Atlanta, quand ils étaient à la poursuite de Rick, Glenn, Andrea et tous les autres. Et là, on a une résurgence, une réémergence de ces zombies, mais encore plus intelligents. Et vraiment, là, ils escaladent, on les voit escalader des palissades, et c'est comme ça qu'ils arrivent à rentrer. Alors d'abord, durant cette nuit-là, nos héros pensent que ce sont des chuchoteurs, jusqu'à ce que Aaron arrache le visage, et voit qu'en fait, derrière, il n'y a pas de humain, il y a juste un crâne de zombie tout pourri. Et c'est là où il dit, j'ai entendu parler d'histoires de zombies plus intelligents, de rôdeurs, de variants, mais j'en avais jamais vu. Et là, j'ai envie de dire, c'est reparti pour toute une génération de zombies, parce que c'est ça qui est intelligent. C'est bien de l'avoir fait maintenant, parce que ça va relancer l'intérêt. Alors pour ceux qui ont suivi, bien évidemment, ceux qui ont décroché depuis 4, 5 ou 6 saisons, je pense pas qu'ils vont revenir à l'univers The Walking Dead, mais pour ceux comme moi qui sont fanboys de l'univers The Walking Dead et qui vont regarder absolument toutes les prochaines séries, les spin-offs, absolument tout, ça relance l'intérêt. Parce que, et c'était pour moi le gros problème de The Walking Dead, la menace humaine était devenue plus importante que la menace zombie. Et là, parce que nos héros s'étaient habitués, ils en fracassaient par centaines, ils les décapitaient à tout ce que vous voulez, mais avec une intelligence qui ressort au niveau du cerveau des zombies, qui leur permet de retrouver des réflexes plus que juste vouloir manger, mais des réflexes au niveau de la motricité ou ce genre de choses, c'est une forme d'intelligence. Ça va devenir beaucoup plus difficile de les combattre, et donc ils vont devenir plus dangereux, plus imprévisibles. Et c'est pour ça que on sait que dans les spin-offs, notamment le spin-off sur Daryl, il va y avoir des zombies beaucoup plus dangereux. Sachant que le spin-off de Daryl se passe en France, tout comme la scène post-générique de The Walking Dead World Beyond, saison 2, c'est-à-dire la dernière saison de World Beyond. Donc, ces variants, et beaucoup d'autres variants qu'on va probablement découvrir, avec des zombies qui courent, on va les avoir dans les prochaines séries spin-off.
Et ça, c'est génial parce que le danger ne sera plus seulement humain, c'est-à-dire le CRM, parce que le CRM, la Civic Republic, va être au cœur des prochains spin-offs, mais il va aussi y avoir des zombies beaucoup plus dangereux. Et c'est une porte ouverte pour l'avenir de The Walking Dead, des zombies beaucoup plus dangereux et plus seulement la menace humaine, parce que après avoir fait les sauveurs, après avoir fait les chuchoteurs, après avoir fait les cannibales du terminus, le gouverneur, et après avoir fait le Commonwealth, qu'est-ce que vous voulez faire comme menace humaine plus importante? Ils ont passé l'enfer. Ils ont passé l'enfer. Même si Negan, aujourd'hui, ça y est, il a une totale rédemption, on se rappelle de ce qu'il leur a mis en saison 7, épisode 1. On se rappelle de ce qu'on fait, de ce qu'a fait Alpha et Beta avec les têtes sur les pics, saison 9, épisode 15. On se rappelle maintenant de toutes les menaces humaines. Ils ne peuvent pas faire pire que ça. Ils sont en camp de travaux forcés qui ressemble à un camp de concentration nazi. Tu ne peux pas faire pire que ça. Donc maintenant, il faut que les zombies redeviennent dangereux, ce qui est quand même l'ADN des 5-6 premières saisons de The Walking Dead. Et c'est ce qui arrive sur cette fin de saison, et c'est ce qui va arriver pour les prochains spin-offs. Donc c'est excellent. Il reste 2 épisodes avant la fin, enfin c'est 2 épisodes 23 et l'épisode 24 final. J'ai hâte de vous parler de l'épisode 23 qui va sortir et dont je vous ferai la review qui sortira lundi prochain. Et j'ai surtout hâte d'être à l'épisode final. Je sais qu'on n'aura pas toutes les réponses, je sais qu'on ne va pas revoir tous nos persos parce qu'il y a encore beaucoup de spin-off, mais vous le savez d'ores et déjà, on a le spin-off Maggie et Negan à New York qui est en train d'être tourné. On a le spin-off Rick et Michonne qui va se tourner pour sortir en 2023. On a le spin-off sur Daryl à Paris, en France, qui est en plein tournage. D'ailleurs, il y en a certains sur les réseaux sociaux qui ont croisé Daryl, qui ont croisé Andrew Lincoln, qui en toute logique devrait faire une apparition dans le spin-off sur Daryl, mais pour l'instant, c'est pas sûr à 100%. Mais voilà, tous ces spin-offs sont en tournage, donc on n'aura pas toutes les réponses dans le final de la série. On n'aura pas toutes les réponses avant le final du The Walking Dead Universe. Et ça, c'est pas pour tout de suite. Parce qu'il faut avoir déjà fini tous les spin-offs, y compris Fear the Walking Dead, sans compter les prochains spin-offs qui pourraient arriver. Et une fois qu'on aura fini tous les spin-offs, là, on aura la véritable conclusion. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais là, on devrait avoir la conclusion des pérégrinations de nos héros qui vont enfin pouvoir se poser au Commonwealth, se débarrasser de la corruption et qui vont pouvoir former à nouveau une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes, parce qu'on rappelle que, et même si on ne le voit pas, parce qu'au niveau du budget, ils n'ont pas le budget, il y a quand même 50 000 personnes qui habitent au Commonwealth, donc c'est la plus grosse communauté qu'on ait après le CRM. C'est une très très bonne dernière partie de saison. Le niveau de cette saison 11 fait que c'est ce qui s'est fait de meilleur depuis le départ de Rick allez, on va dire, première partie de saison 9, épisode 5. Les 5 premiers épisodes de la saison 9 étaient excellentissimes. Après, ça c'est un petit peu, c'était un peu moins bon avec les chuchoteurs, c'était un peu trop long et la saison 10 était beaucoup trop de longueur. Mais cette saison 11, en particulier, c'est cette deuxième et troisième maintenant partie de saison 11, c'est vraiment du The Walking Dead au top niveau. Il manque encore une grande composition musicale, parce que j'ai l'impression que même si Bear McCreary, qui est un compositeur exceptionnel, hein, si vous le savez, hein, si vous avez vu mes vidéos sur Rings of Power, bientôt arrivera ma vidéo sur Foundation Apple TV+, et je parlerai de Si, avec Jason Momoa sur Apple TV+, saison 3, c'est Bear McCreary qui fait la musique. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez à quel point pour moi Bear McCreary est un très 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 grand compositeur. Mais là, j'ai l'impression qu'il est au strict minimum sur The Walking Dead. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de musique. C'est peut-être là la faiblesse, pas seulement de ces épisodes, on va dire de toutes les saisons depuis la saison 6. On a beaucoup moins de morceaux marquants, c'est juste une réutilisation, parfois c'est dénué de musique. Quant aux chansons qui étaient utilisées sur les 4-5 premières saisons, on n'en a plus du tout. La dernière fois qu'on a eu une chanson marquante, c'était pour le départ de Rick. Mais sinon, voilà, l'aspect musical manque un peu quand même dans l'univers de Walking Dead. J'espère qu'on aura des scènes sans dialogue, avec une musique beaucoup plus poignante sur les 2 derniers, surtout sur le dernier épisode. Mais bon, tout ne peut pas être parfait non plus. En tout cas, ça reste du très très haut niveau. Je vais m'arrêter là parce que j'avais dit que je voulais faire une vidéo pas très longue. Je crois que j'en suis 35 minutes
Sachez que la semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 23, la semaine d'après, épisode 24. Et puis, probablement en janvier, décembre ou janvier, il y aura un live sur l'intégralité de la série, les 11 saisons, mais pas à n'importe quel point de vue, les meilleurs moments, ceux que l'on a le plus apprécié dans la série, saison par saison ou personnage par personnage. Ce sera l'occasion de revenir sur cette saison 11, ce sera l'occasion de revenir sur les 11 saisons, ce qui nous a plu le plus. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, ce sera pour le mois de décembre, janvier. Et puis bien sûr en 2023, je vous parlerai de chacun des spin-offs. Il y aura des reviews pour tous les épisodes de tous les spin-offs. Et en attendant que Tales of the Walking Dead soit dispo légalement en France, et à ce moment-là, je vous ferai une review de Tales of the Walking Dead. Puisque comme c'était disponible uniquement en streaming, j'ai pas voulu en parler. Je préfère attendre que ce soit dispo légalement pour pas avoir de problème avec YouTube. Donc dès que Tales of the Walking Dead sera dispo, je vous ferai une review sur la saison. Merci à toutes et à tous. Passez un bon lundi, une bonne fin de soirée, une bonne semaine. On se retrouve demain pour un film avec Jennifer Lawrence qui vient de sortir sur Apple TV+. Mercredi pour Andor. Et puis vendredi, ce vendredi soir, c'est le live anniversaire des 3 ans de la chaîne. Je compte sur votre présence. Tout le monde sera bienvenu. Ce sera une soirée libre antenne. Tout le monde pourra venir. Merci à toutes et à tous. Le petit pouce bleu si vous avez apprécié. Portez-vous bien et ciao tout le monde.